Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Absolument, la vérité en face ce matin. La France est-elle menacée par une dictature des vertueux? On en parle dans quelques instants avec Swazig Kemener. Bonjour. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef du service politique de Marianne et co-auteur de La dictature des vertueux aux éditions Buchet-Chastel. Et l'autre co-auteur, c'est François Aubel. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef du service culture et télé au Figaro. Voilà, et vos appels, vous savez, 0826 300 300 si vous voulez participer au débat. Alors, qu'est-ce que c'est que ce moralement correct que vous abordez en fait dans votre livre, Swazig Kemener? En fait, on a vu quelque chose bouger dans la société peu à peu. Alors, on a beaucoup parlé des woke récemment, c'est-à-dire les gens qui sont éveillés aux discriminations. Et on s'est posé la question de ce qui est en train de se passer dans notre société à nous, parce que c'est pas une réplique exacte de ce qui se passe aux États-Unis. C'est cette obsession. Oui, c'est parti des États-Unis, il faut le rappeler. Même si ça vient de France à la base. Voilà, mais c'est plus large que ça. C'est-à-dire comment chacun est en train de définir son propre camp du bien par rapport à sa propre morale individuelle. On a commencé à travailler sur ce sujet-là et on s'est rendu compte que ça recouvrait un nombre de domaines incroyables. C'est pour ça qu'on a 16 chapitres, mais on aurait pu en faire 25, 30, 40, et peut-être qu'on fera un volume 2 d'ailleurs. Et on s'est rendu compte on avait substitué une morale collective, une façon de vivre, une universalité, à finalement une spécificité que chacun se définissait à l'aune de sa propre morale et que ça pouvait donner des dérives assez importantes. Donc on en pointe certaines dans le livre. On se posait la question, par exemple, de la lutte contre les discriminations. C'est très juste. Ce sont des causes très justes. Sauf que c'est peu à peu subverti par des plus que parfaits qui estiment toujours faire mieux, jusqu'à desservir leur propre cause. Et c'est tout ça qu'on raconte dans ce livre à travers une multitude d'exemples. Oui, multitude d'exemples et qui partent des États-Unis. C'est ce que vous avez dit, et aujourd'hui importé en France avec une autre façon d'ailleurs de la façon dont la French Theory, Deleuze, Derrida a été pervertie finalement aux États-Unis et qui nous revient en boomerang dans la figure. Mais ça va au-delà de ça, parce qu'il faudrait pas, cantonner ce livre au wokisme, parce que c'est vraiment la vertu au sens très large du terme. On parlait de discrimination raciale, mais par exemple aujourd'hui on est dans la commémoration permanente. Et on parle souvent de ce fameux devoir de mémoire. Mais ce devoir de mémoire, finalement, aujourd'hui, se transforme en procès général du passé. On met à bas des statues. En société de l'excuse. En société de l'excuse, on met à bas des statues. Enfin voilà, celle de Napoléon à Rouen qui a été un feuilleton pendant des mois et des mois, celle de Victor Schlossler, abolitionniste, qu'on va quand même faire tomber. Voilà, on est dans ce... Nous, on a voulu montrer à travers les arts, à travers la politique, à travers l'économie, l'entreprise, comment, justement, on arrivait à vouloir défendre des causes sur le papier qui sont justes. Comment on pervertit un peu les choses. On pervertit ces combats-là. Et comment finalement... On radicalise le débat. On radicalise le débat et on exclut. Et on fait, par exemple, souvent, Swazig parlait de discrimination, qui sont, ou lutte contre le racisme, qui sont des causes importantes, et qui finalement se transforment en racisme à l'envers, qui est exclu. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer dans le livre, qu'on était... on voulait s'intéresser aux plus que parfaits. Ceux qui sont vraiment plus que parfaits, qui défendent des causes et qui deviennent intolérants. Mais est-ce que ça fonctionne finalement avec toutes ces revendications? Est-ce que finalement on cède du terrain chaque jour un peu plus? Le problème, en fait, on l'a pointé dans le livre, c'est la majorité silencieuse. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur ce livre, on en a parlé autour de nous, et on s'est rendu compte qu'énormément de gens nous disaient, mais oui, ça fait beaucoup quand même, c'est une accumulation, c'est en train de signifier quelque chose, mais il y avait assez peu de réactions. Et ce qu'on pointe finalement, c'est l'absence d'anticorps dans la société. Une société qui est contre, mais qui ne le dit pas. Qui est forte, pourrait lutter très facilement contre ce qui pourrait être jugé comme des petites attaques qui sont finalement assez anecdotiques. Et en fait, pas du tout, parce que ça arrive, et c'est la spécificité du moment qu'on est en train de vivre, ça arrive au moment où la société se délite peu à peu, tout doucement. Vous avez lu, bien entendu, le livre de Jérôme Fourquet, qui fait référence et qui sera finalement le livre du quinquennat sur l'archipélisation, de la vie française. Et finalement, ce phénomène, qui pourrait être un phénomène totalement minoritaire, on n'est pas les États-Unis, on n'a pas le même type de culture, on raisonne pas en termes de race, par exemple. En France, ça nous est étranger. Mais
ça arrive dans un moment où on a une société fracturée et du coup, ça passe par des interstices, par des pressions. Parce qu'elle a besoin de repères, c'est ça? Donc, faut trouver des repères quelque part, en fait. Alors, l'idée, c'est que chacun trouve ses propres repères. Et c'est ça qui nous paraît éminemment dangereux. Parce que si on voit toute la société à travers mes propres repères à moi, on va avoir un problème, par exemple. Non, on sait pas. On sait pas, mais on sait jamais. En tout cas, ça peut être dangereux. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est que finalement, il y avait des pressions fonctionnaient même en France. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des pressions sur les réseaux sociaux aux États-Unis pour faire interdire une œuvre, etc. C'est en train de marcher en France. Il y a des pressions insidieuses. François en parle dans des chapitres, notamment dans le domaine de l'édition. Parce que l'édition, finalement, c'est la base de tout. Tout vient du livre, hein, toujours. Et donc, on voit que peu à peu, dans la littérature jeunesse, par exemple, on a des sensitivity riders. C'est quoi des sensitivity riders? C'est des gens qui vont dire, par exemple, vous, Cécile de Minibus, il vaut mieux pas que vous lisiez ce livre parce que vous allez être choqués, parce que ça va parler des femmes, parce que vous allez pas vous sentir bien en lisant ce livre. Donc, surtout, vous allez être offensés, donc ne lisez pas. Et donc, on arrive à un moment où on met des alertes en permanence. Or, c'est quoi la société? C'est se frotter à l'autre, se frotter aux différences, se frotter à la difficulté. En fait, on a un moment où on arrase. D'aseptiser, finalement. Voilà, on aseptise et on dit, je n'accepte que ce qui m'offense pas. Mais on est offensé. Si on part de ce principe-là, on est offensé 28 fois par jour. Et du coup, François Aubel, ça menace véritablement la société française aujourd'hui. Et pour rebondir sur la création même, ça menace aussi la création. Par exemple, on interroge Hervé Letellier, prix Goncourt 2020 avec l'Anomalie. Et il nous raconte, il a un de ses personnages qui parle de son avocate, une jeune noire. Le personnage l'appelle négresse. Le personnage est raciste. Le personnage est raciste, on précise. Ce mot, négresse, chez son éditeur allemand, n'est jamais passé. Il a été obligé d'expliquer que c'était du discours indirect libre, que ce n'était pas lui qui parlait, que c'était son personnage. On en arrive à ça, justement, pour répondre à cette question, à cette modification des paradigmes et à cette presque... Alors, Hervé Letellier n'a pas cédé. Il a dit, voilà, soit vous le publiez comme ça, soit vous le publiez pas. Mais certains cèdent. Et Emmanuel Pierrat, qui est spécialiste de l'édition, avocat spécialiste de l'édition, on lui donne souvent des manuscrits à lire. Il en a beaucoup. Les grandes maisons lui donnent beaucoup de manuscrits. Il y a 4-5 ans, on lui disait, voilà, regarde s'il n'y a pas de diffamation, s'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on lui demande plus ça. On lui demande, est-ce que le contenu est moralement correct? De tout nettoyer, Est-ce que on va pas avoir des communautés sur le dos qui vont faire des raids sur Twitter pour venir nous faire des procès et venir... finalement, nous empêcher de vivre correctement. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait, finalement, on ne sait plus vraiment où est le bien? C'est-à-dire que c'est un peu flou. C'est quoi le bien aujourd'hui? Comment le définir? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien? C'est ça le souci. Et le discernement de chacun. C'est une très vaste question parce que le bien, ça renvoie évidemment à une question personnelle. Mais la question, c'est quand le personnel prend le dessus sur le collectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir une notion du bien collectif qui est définie par les lois, par une certaine forme de morale collective. Et puis le problème, c'est quand cette morale individualiste prend le dessus. Il y a eu un épisode très intéressant au début du quinquennat. Alors, moi, je suis journaliste politique, donc c'est des choses que je regarde de près depuis longtemps. Au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron, souvenez-vous, il a fait son deal avec François Bayrou et ils ont décidé de faire une loi pour la moralisation de la vie politique. Et ça a donné lieu à un débat sémantique très intéressant au sein du gouvernement. C'est-à-dire que d'un côté, on a François Bayrou qui tient à sa marque, la moralisation de la vie publique, de la vie politique, et de l'autre côté, on a un Édouard Philippe qui veut pas de l'intitulé de cette loi. Et pourquoi il veut pas l'intitulé de cette loi? Parce qu'il dit, en termes de morale, on n'ira jamais assez loin. Donc on ouvre une boîte de Pandore, on ne peut pas tenir ce terme. Et donc il y a un débat assez feutré. Alors ce qui est drôle, c'est que Édouard Philippe l'emporte, ça devient loi pour la confiance dans la vie politique. Mais François Bayrou, quand il présente sa loi, il est quand même derrière son pupitre et il y a écrit loi pour la moralisation de la vie politique, même s'il reconnaît à cette occasion-là, lors de la présentation de cette loi, que finalement ça renvoie à quelque chose de très personnel et c'est compliqué. Mais j'ai trouvé que ce débat au sommet de l'État était intéressant parce qu'il montrait bien justement que ces tensions existaient dès 2017. Parce que c'est au tout début du quinquennat. Et donc, c'est pour ça, on a beaucoup parlé des woke, mais cette histoire de vertu est encore plus large que ça. On aborde aussi la question des antispécistes, par exemple, la question du projet des colos. On a essayé, les Khmer verts. Voilà, on a essayé de faire un
c'est trop Kaléidoscope. Voilà. J'arriverai pas à le dire. Allez, on va continuer avec vous, la dictature des vertueux. Pourquoi le moralement justement correct est devenu, c'est ce que vous dites, est devenu la nouvelle religion du moment. On en parle et vous pouvez réagir 0826 300 300. Il y a plusieurs questions qui se posent, notamment est-ce que c'est quelque chose qui reste quand même un peu marginal chez certaines catégories de population et chez les jeunes, et puis finalement c'est un peu comme le mouvement hippie dans les années 60 et ça ne va pas beaucoup se développer, ou est-ce que c'est en train de toucher en fait toute la population en bloquant, en paralysant un petit peu, comme vous l'avez dit, dans le monde culturel les choses. Et on viendra, puisque vous avez évoqué le monde culturel, d'une petite anecdote de Guillaume Canet, notamment aussi, qui faisait une tournée qui accompagnait le film Au nom de la terre, je crois, c'est ça, chez les agriculteurs. Et alors là, d'un débat qui devait être bon enfant, c'est devenu une flambée. Une flambée, quoi. On en parle dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et oui, pourquoi la moralisation correcte est devenue une nouvelle religion dans le monde? Pour en parler ce matin, Swazig Kemenerf, rédactrice en chef du service politique de Marianne, et François Aubel, rédacteur en chef du service culture et télé au Figaro, pour les deux co-auteurs de La dictature des vertueux aux éditions Buchet-Chastel. Oui, est-ce que ça Swazig. Oui, est-ce que ça touche véritablement tout le monde, ou est-ce que c'est un mouvement un peu marginal quand même chez les jeunes, un peu, je le disais tout à l'heure, comme le mouvement hippie dans les années 60 par exemple? Non, en fait, si on s'en tient aux chiffres, 17% par exemple des Français ont entendu parler ou comprennent ce que veut dire le mot woke et le wokisme. Mais on interroge Frédéric Dabi et qui nous dit en fait, sur les jeunes générations, sur la tranche 18-35 ans à peu près, ils font du wokisme comme Monsieur Jourdain faisait des vers, sans le savoir. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu que c'est quasiment intégré. J'ai interviewé des étudiants à l'université, à Assas ou même dans d'autres universités, qui savent tous ce que c'est une safe space. Une safe space, c'est un espace de confort où si vous êtes noir, gay, lesbien, vous pouvez, en fonction de votre particularité, de votre particularisme, aller là. Les autres en sont exclus, bien sûr. Ils savent tous ce que c'est un trigger warning. Un trigger warning, c'est qu'avant de commencer un cours, le professeur doit indiquer « Attention, on va parler de tel sujet. Si vous êtes sensible à ce sujet-là, ne venez pas au cours. » Et ça, c'est où, dans quelle université? Alors ça, c'est aux États-Unis. Ah, c'est aux États-Unis, oui. En France, pas encore. En France, pas encore. Mais ça vient. Oui. Mais ça vient. Et tous les étudiants savent ce que c'est. Et tous les étudiants, certains étudiants sont de plus en plus, j'allais dire, fragilisés avec ces. Mais est-ce qu'ils l'acceptent? Est-ce qu'ils l'acceptent? Ces étudiants, ils l'acceptent avec. Il y a des débats chez les jeunes aussi. Il y a beaucoup de débats. On enseigne tous les deux à l'Institut de presse, de pratique du journalisme, et on voit que ces débats-là existent. Cette jeune génération, elle a totalement intégré ce débat-là. Ces nouvelles. Mais ceux qui n'adhèrent pas, est-ce qu'ils peuvent ne pas y adhérer, ou il faut rentrer dans le mouvement? C'est ça le problème. C'est toute la question. On parlait tout à l'heure de la majorité silencieuse. C'est exactement la même chose pour toute une partie de la jeunesse qui finalement se dit mais ces discriminations sont fortes, qu'ont fait les aînés. Finalement, il y a une mise à plat de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est année zéro en ce moment. C'est-à-dire qu'on oublie tous les combats féministes qui ont pu avoir lieu auparavant. Rien n'a été fait. On est toutes nulles, celle d'avant, celle d'avant. Et donc l'idée, c'est de dire ça commence aujourd'hui et finalement il faudrait revenir sur tout ce qui a été fait par des hommes il y a 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a un arasement. Et donc je pense qu'on remédie à ça par l'apprentissage, par la culture, mais ça fonctionne si la culture elle-même ne promène pas ses idées. Et la culture, justement, c'est comment s'appelle-t-elle cette comédienne Corinne Maziero, qui l'a mis en fait aussi au grand jour lors d'une cérémonie, d'une triste cérémonie des Césars, qui met un petit peu tous ces sujets sur le devant de la scène. Vous le racontez dans votre. Oui, on le raconte, ou alors par exemple certains acteurs, mais qui sont déconnectés de la réalité aussi. Guillaume Canet, par exemple, va faire la promotion de Au nom de la terre, le film qu'il fait sur les paysans et sur les agriculteurs. Il fait beaucoup d'avant-premières, et il se retrouve dans une avant-première comme ça. Et il est en train de parler de la malbouffe. Il dit qu'il en a marre, qu'il en a assez de pas savoir ce que ses enfants
mange à la cantine, qu'il faut promouvoir les produits bio. Et là, dans l'assistance, il y a quelqu'un qui dit mais vous avez les moyens, monsieur. Et il commence à se faire siffler. Et il comprend pas pourquoi il se fait siffler. Il comprend pas. Il y a une déconnexion. On le dit. Par exemple, dans le livre, on interroge Dumontet. Jean-Marc Dumontet, qui est un peu le conseiller occulte culture, qui est producteur de théâtre et de Canteloup, mais qui est de Canteloup, qui est conseiller occulte de Macron pour la culture. Voilà. Et lui, au départ, quand on lui parle de ce projet de livre, il n'est pas du tout d'accord. Il nous dit non, attention. Et il nous cite un exemple qui est très intéressant. Il nous cite Fari, qui est l'humoriste dont les parents sont originaires du Cap-Vert. Fari qui arrive sur la scène des Molières et qui regarde l'assistance et qui dit bonjour les blancs. Et là, il y a pour le coup, un vrai blanc, un vrai blanc. Et il dit voilà, il y a un vrai problème. Mais nous, on dit pas le contraire. Il y a un vrai problème. Mais sauf que dans ce livre, on essaye de montrer pourquoi ces Frances ne se parlent plus. Et c'est ça. La France de Guillaume Canet ne parle plus à la France de la campagne, à la France rurale. La France de Fari ne parle plus à la France de l'assistance qui est dans les Molières. Et c'est ces fractures-là que nous, on essaie. Mais il y a une hypocrisie. Personne ne soulève les foules pour les handicapés, par exemple. Ce qui est une minorité. Là aussi, c'est un vrai problème. Et personne n'en parle. Donc on parle toujours des mêmes sujets. Mais pourquoi il n'y a pas de levée de bouclier pour les handicapés ? Pourquoi, il y a un moment donné, on n'impose pas des handicapés partout, mais vraiment comme on veut le faire avec les autres? Vous remarquerez que le mot inclusif, si vous parlez puisque ça c'est dans le jargon néo-progressiste, on parle beaucoup d'inclusif. On parle jamais des handicapés quand on les englobe jamais dans l'inclusif. On les inclut jamais justement dans l'inclusif. Rarement. Mais et après, est-ce qu'ils ont tous ces gens qui défendent le wokisme alors il y a des auditeurs qui vont dire mais alors c'est quoi le wokisme? Alors, on l'a déjà dit, c'est l'éveil donc pour les discriminations et les minorités. Donc c'est à la base en fait tout ça est plutôt positif. Mais est-ce que donc ces adeptes ont aujourd'hui des réseaux et des relais d'influence dans notre pays pour que ça diffuse? Vous avez parlé d'université, mais un petit peu partout, ou est-ce que finalement c'est un fantasme? Soisig Kemener. Alors, c'est pas du domaine de l'organisation du réseau, mais c'est pas du domaine du fantasme non plus. Ça passe à travers le discours public. Par exemple, on voit, alors on va voir si Christiane Taubira est candidate jusqu'au bout, parce que quand on regarde c'est la candidate woke. Voilà, ça peut être, on va voir, parce que pour l'instant, elle s'est assez peu exprimée sur son programme. On l'a connue plus éloquente. Christiane Taubira, on attend un petit peu la suite. Elle a pas beaucoup de parrainage. On verra si elle sera candidate. Mais en tout cas, voilà, elle a toujours fait en sorte de défendre ce qu'elle estime comme les minorités, les discriminés, et donc ça fait une lecture de la société tout à fait particulière. Après, alors il y a un clivage politique d'ailleurs entre justement, là pour le coup on se retrouve gauche-droite entre Taubira qui défend justement le wokisme, Jadot aussi un petit peu, et puis Mélenchon, et puis de l'autre côté on est contre cela avec Zemmour, Pécresse. Alors ce qui est sûr, c'est que on a un clivage à gauche, une bataille à gauche entre la gauche sociale et la gauche sociétale. Vous aviez hier sur cette même antenne, vous accueilliez Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, et on voit bien le sillon qu'il est en train de tracer, c'est-à-dire je défends les classes populaires, je suis élu des Hauts-de-France, et les questions sociétales, c'est pas essentiel pour la gauche. C'est présent les questions sociétales, mais quand la gauche ne s'occupe que des questions sociétales, elle oublie le social, et c'est le message que fait passer Fabien Roussel avec cet exemple qui est dingue, c'est-à-dire on a un candidat à la présidence de la République qui parle du bon vin, de la bonne viande sur un plateau, et il devient comme le défenseur des vieux mâles blancs qui mangent de la viande, en gros. Mais c'est ça, de classe populaire qui c'est vrai qu'il avait été abandonné par la gauche. Ce qui je résume. Et donc, cette bataille-là était très intéressante, parce que quand Sandrine Rousseau a réagi à ce tweet, je dis pas que toute la gauche est d'accord avec Sandrine Rousseau, mais le fait que ce discours-là prenne autant de place dans le débat public montre que oui, c'est à gauche qu'il y a eu cette fracture, c'est à gauche qu'il y a eu ce souci. C'est souvent récupéré par la droite, d'ailleurs, pour mieux taper sur la gauche. Bon, de toute façon, la gauche n'a pas besoin de ça en ce moment, quand on voit son état global. Mais c'est vrai que la fracture, elle se fait très nettement à gauche. Est-ce que c'est cette moralisation à outrance qui crée de l'abstention? Est-ce que finalement on se retrouve, on ne sait plus si entre la morale, c'est la moralisation de la vie politique, la transparence, le truc. Est-ce qu'on croit encore à tous ces gens? Est-ce que finalement ça permet effectivement de créer de l'abstention?
Ça peut être l'un des facteurs, c'est-à-dire que pourquoi on va voter ? On va voter parce qu'on veut tous faire quelque chose ensemble, parce qu'on veut tous trouver une solution ensemble. C'est Stéphane Rosès, le politologue, qui a une expression que j'aime beaucoup. Il dit que le moment de la présidentielle, c'est le moment de régler la dispute nationale. C'est-à-dire que voilà, on est dans un chaudron pendant 5 ans, on met tout à plat, on se met d'accord, et ce sera lui, ce sera elle qui va diriger la France. Et on a l'impression que ce tuyau a pas bien fonctionné en 2017 parce que c'était une campagne très particulière avec les affaires, avec un président qui se représente pas pour la première fois. Donc c'était un moment assez particulier. Donc la dispute n'a pas vraiment été réglée. Et là, en 2022, on a l'impression que c'est absolument pas. C'est-à-dire que la campagne n'existe pas. C'est l'expression de Brice Teinturier, la campagne Tefal. C'est-à-dire que tout glisse, il y a aucun sujet, voilà, aucun sujet qui accroche. Et donc effectivement, il y a un lien. Il peut être ténu, mais il y a un petit lien effectivement entre ce phénomène, c'est-à-dire où chacun se replie sur soi-même. Finalement, aller voter, c'est collectif. C'est un acte collectif. Ouais. Mais pour revenir à Christiane Taubira, il y a toute une partie de la gauche qui a abandonné la lutte des classes pour la lutte des races. C'est indéniable. Et justement, Taubira, elle joue sur ces névroses, j'allais dire, ségrégationnistes. Elle porte... D'ailleurs, ce qui est assez marquant, si vous écoutez ses discours, c'est la candidate qui emploie le plus le mot vertu. Et vous verrez, dans son champ lexical, la vertu, c'est une valeur cardinale. Mais la vertu... Sa vertu, et on en revient au départ à notre débat. Voilà, est-ce qu'elle est partagée par tous ? Ben non, c'est ça le problème. Et puis ce qu'on a voulu mettre aussi en avant dans ce livre, c'est les exemples historiques. C'est-à-dire que la vertu poussée à son paroxysme, on n'en est pas là, mais la vertu poussée à son paroxysme, c'est quoi ? C'est le bûcher des vanités. C'est ce que vous racontez. Finalement, quand on brûle, parce que ce qui se passe sous Savonarole en Italie, quand on brûle des livres, quand on brûle des peintures, quand Botticelli va mettre ses œuvres au feu, mais finalement on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a certains qui commencent à se plaindre parce que il y aurait une représentation dominée dans la peinture classique, parce qu'on montre des femmes nues, par exemple. Il faut comprendre que c'est pas majoritaire. On va décrocher des toiles, bien sûr. On a déjà commencé, par ça infuse tout doucement. C'est ça. Merci en tout cas à vous, Soisig Kemener, François Obel, la dictature des vertueux. Et au passage, d'ailleurs, finalement, on a beaucoup parlé du politiquement correct ces quelques années. Là, vous mettez en évidence le moralement correct. C'est vrai, c'est une expression qui, à mon avis, va trouver son sens et toute sa place dans les mois qui viennent. Pourquoi le moralement correct est devenu la nouvelle religion du monde ? C'est aux éditions Buchet-Chastel. Et rien que parce qu'il y a une petite référence à Sud Radio dans ce livre, à un moment donné, il faut l'acheter. Il faut le lire, on ne vous dira pas la page. Allez, ça merci d'avoir été avec nous.